Le personnage de Mirai Gohan est clairement l'un des personnages les plus stylés de Dragon Ball. C'est aussi mon personnage préféré de tout Dragon Ball. Le mec, c'est un héros du futur, maître de Trunks et dernier défenseur de la Terre. Mais savez-vous pourquoi il ne garde que son seul bras? En bref, après une bataille compliquée face au cyborg, Son Gohan va perdre l'un de ses deux bras et par la suite, il sera soigné par Bulma à Capsule Corps. Avec toute la technologie de Capsule Corps, on a le droit de se demander qu'il aurait pu certainement obtenir un bras robotique. Mais alors pourquoi le personnage n'en possède pas un? Suivant la théorie, Bulma lui aurait proposé, mais Son Gohan aurait refusé car il ne souhaite pas ressembler au cyborg. Posséder un bras robotique ferait de lui une sorte de robot et le ferait ressembler à la menace qu'il combat, et qu'il combattra jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi une belle coïncidence que le jeune Gohan perd l'utilisation de son bras gauche face à Cell, tout comme Mirai Gohan a perdu son bras gauche face aux androïdes. C'est une théorie que j'ai inventée et je trouve qu'elle colle parfaitement au caractère du personnage et peut justifier le non-remplacement de son bras. Je ne sais pas vous, mais je me suis déjà posé la question au cours des arcs Cell et Boo. Mais pourquoi Goku n'utilise pas le Kaioken couplé au Super Saiyan? C'est vrai, rien qu'un Kaioken x5 couplé à la puissance d'un SSJ aurait pu éradiquer Cell et causer de sérieux dégâts à Boo. La non-utilisation de cette technique a conduit les fans à supposer que Kaioken et Super Saiyan ne pouvaient pas se lier à cause des énergies opposées. Goku le confirmera lorsqu'il réutilisera le Kaioken dans DBS, l'alliant avec le contrôle parfait du Ki du Super Saiyan Blue. En gros, le Super Saiyan absorbe l'énergie du corps de Goku, ce qui fait que combiner Kaioken avec ce pouvoir déchirerait complètement son corps. Ce qui peut justifier par conséquent la non-utilisation du Kaioken. Néanmoins, un guerrier assez entraîné qui n'abuserait pas du Kaioken, c'est-à-dire de ne pas dépasser le x10, pourrait sur une courte durée augmenter sa force et se préserver si on y réfléchit bien. Mais bon, la non-utilisation du Kaioken dans l'œuvre est peut-être aussi due à un oubli scénaristique. Je suis assez d'accord avec cette théorie dans le sens où pourquoi il n'y aurait que Freezer qui posséderait des transformations? Transformation qui est justifiée d'ailleurs par le devoir de contrôler sa grande puissance. Le Rockhold est super puissant et on le sait. Et Cooler l'est tout autant que Freezer. Mais donc pourquoi on ne les voit pas se transformer durant l'anime ou le manga? Ou encore les films pour Cooler. Pour ma part, j'estime que si nous n'avons pas vu les formes antérieures du Rockhold et Cooler, c'était pour fluidifier le récit et faire au plus rapide et plus simple. Pour Cooler, un film c'est plutôt court, 48 minutes, pour le film 5 par exemple. Il faut introduire en priorité tous les éléments nécessaires au récit en premier lieu. C'est pourquoi Cooler n'a pas eu de grosses séquences où il montre toutes ses formes. Peut-être qu'il préfère aussi son apparence en forme finale pour éventuellement se distinguer de son frère. Pour ce qui est du Rockhold, je pense qu'il était prévu qu'il apparaisse que peu de temps, donc inutile de montrer ses formes antérieures. Aussi, il a sûrement choisi de rester sous sa seconde forme pour paraître plus imposant. Étant donné qu'il dirige aussi une partie de l'univers, il se doit de se montrer puissant et charismatique. Dis donc, c'est un habitant de la planète Namek. J'en ai bien l'impression, oui. Maintenant, je comprends pourquoi il a été capable de vaincre Raditz. La planète Namek. Là, je vais vous proposer une théorie assez rapide. Il nous est dit dans l'œuvre que les Namek avaient migré une première fois il y a bien longtemps pour échapper à une catastrophe naturelle. Ce qui enverra d'ailleurs le Tout-Puissant sur Terre et qui créera Piccolo par la même occasion. Mais si en réalité la catastrophe naturelle était Boo? C'est vrai, il a semé une grande pagaille dans l'univers et peut-être qu'il a par la même occasion explosé quelques planètes. Je trouve cette théorie plutôt sympathique et ça permet d'enrichir un peu le lore Dragon Ball très simplement en liant des personnages entre eux.
Sauf qu'on peut vite réfuter cette théorie par la simple non-création de Majin Buu à l'époque de l'arc Namek, et qu'aussi l'auteur n'a jamais fait de lien entre le Majin et les Namek. L'ordinateur a également ajouté quelque chose. Il m'a dit qu'une fois que j'aurai emmagasiné toute l'énergie dont j'ai besoin, je deviendrai invulnérable. Pour cette théorie, je pense qu'elle permet plutôt d'expliquer ou de réparer des incohérences de l'œuvre ou des séries. Le seul personnage que l'on ne voit pas dans l'autre monde, c'est C16. Et pour cause, c'est un être entièrement robotique. Mais qu'en est-il de Cell? Il est censé être un être artificiel échappant à tout ordre divin normalement. Mais il semblerait qu'il a été jugé dans l'autre monde afin d'aller en enfer. Soit c'est une énorme erreur scénaristique, soit le Dr Gero a trouvé le moyen d'insuffler une âme à sa création. De toute façon, la série n'est pas le manga original, ni les propos de l'auteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'on ne voit jamais Cell dans l'autre monde dans le manga. Encore une fois, la preuve que la série et le manga n'ont rien à voir ensemble, même si ça se complète plutôt assez bien sur certains aspects. Et que pensez-vous de C17 et C18? Est-ce que malgré leurs parties humaines, ils gardent leur âme? Ou bien le fait d'avoir été cybernétisés les rend complètement robotiques et leur a enlevé cette petite part d'humanité? J'attends vos théories en commentaire. Android 17 donne son énergie à la bombe spirituelle de Goku contre Majin Buu dans le dernier épisode de la série, si vous vous rappelez à peu près bien. Ce dernier en remarquant « Je n'ai pas entendu cette voix depuis longtemps », en faisant référence bien entendu à Son Goku. Mais de nombreux fans ont supposé qu'il s'agissait d'une erreur dans l'histoire parce qu'en réalité C17, il n'a jamais rencontré Goku, et surtout pas pendant la période Android, voire même après. Cependant, lorsque Goku et C17 sont réunis dans Dragon Ball Super, on nous apporte quelques réponses très intéressantes les amis. Et l'erreur a été rapidement corrigée. Après avoir été absorbé par Cell, en réalité, C17 affirme qu'il pouvait voir et entendre au travers des yeux et des oreilles de Cell. Il pouvait apparemment voir tout ce qui se passait à l'extérieur et puis même à l'intérieur en fait de Cell. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait super froid dans le dos d'imaginer que les deux cyborgs ont été vraiment pris au piège dans le corps du monstre. Ça donne un petit côté un peu plus dramatique et creepy à ce qui s'est passé en fait pendant la saga Android et surtout la saga Cell. Et puis le premier questionnement qui me vient en tête maintenant, c'est comment marche finalement le processus d'absorption de Cell? Il est encore très mystérieux à nos yeux finalement. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Mirai Trunks, avec ses voyages dans le temps, et ce qu'il a pu commettre en changeant le passé, ou même le futur, voire le présent, il a foutu un bordel monstrueux dans tout Dragon Ball. Et franchement, si vous voulez y voir un petit peu plus clair, je vais vous dire que la timeline de Trunks du futur, c'est la véritable timeline les amis. Ce qui fait que le futur en soi, c'est normalement le présent. Mais au vu du changement, c'est plus le futur, vu que le futur a changé, comme on le voit bien. En fait, c'est plutôt la réalité et la chronologie actuellement. Donc en fait, c'est plutôt une réalité alternative. Bon, je vous ai un petit peu perdu là, même moi je me perds, mais franchement, ça vous donne une idée du gros bordel que Mirai Trunks a foutu. Et je pense qu'on peut le remercier. Tout ça pour vous dire que, grâce à Mirai Trunks, ou à cause de Mirai Trunks, nous avons eu DBS. Je vous laisse méditer là-dessus. Goku est un menteur et ce depuis le début de l'œuvre. On le sait, il aime bien cacher quelques petites choses comme ça afin de nous surprendre. C'est dans le personnage, on va pas se mentir. Mais Goku est vraiment un menteur pendant la saga Buu. Parce que il aurait pu tuer Buu dès le début, il avait le Super Saiyan 3 les amis. Il aurait pu éliminer Babidi, il aurait pu éliminer tous les sbires. S'il avait réellement envie de speedrun comme on dit, il aurait pu, franchement. Mais cette théorie que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il a menti car il était juste devenu trop puissant. Et Goku, il regrettait la difficulté du passé, quand il y avait déjà des adversaires comme Cell et Freezer. Il a donc poussé la nouvelle génération, pas pour qu'il gagne, mais pour qu'il pousse Buu dans ses derniers retranchements, parce qu'il sentait qu'il y avait une menace, il y avait un combattant potentiel qu'il pouvait affronter, qui allait le challenger, et ce comme à l'époque en fait. En gros, tout ça pour que Goku ait le combat de sa vie. Pour lui, en fait, c'était sûrement son dernier combat, et il s'est dit, bon, faut
Faut que j'essaye d'avoir un énorme combat, tu vois, quelque chose pour que je puisse terminer enfin ma vie sur une note de folie. L'idée elle se renforce en fait quand il va souhaiter que Boo ressuscite car il sait qu'il va à nouveau se sentir sans but. Et puis Goku, il a aussi une impression un peu d'inachevé avec ce combat contre Boo parce qu'il l'a pas vraiment tué par ses mains. Il y a le Genki-Dama, mais le Genki-Dama c'est un peu de la triche et puis il y a eu le processus de fusion et il n'a pas pu affronter Boo à son apogée vraiment. Donc je pense qu'il y a du regret, c'est pour ça que Goku souhaite aussi que Oob arrive et que Boo ressuscite du coup. Avec Oob, il va retrouver une raison de vivre. Mais bon, fort heureusement après, DBS va débarquer et par la suite, ce qui va occuper les jours de notre Son Goku national. Ok, vous verrez que dans cet épisode, on tourne beaucoup autour de Son Goku, c'est vrai. Mais bon, les gars, il y a encore beaucoup trop de mystères sur Dragon Ball et surtout beaucoup trop de mystères sur Son Goku. Durant le combat de Goku contre Freezer, par exemple, ces deux-là, ils ont été dans une planète dévastée et quasiment détruite. L'air, elle est sûrement affreuse, irrespirable d'ailleurs. Et super toxique pour un Saiyan. Il y a à côté beaucoup de nuages toxiques, de volcans en fusion, c'est pas très sain, on va pas se mentir. Et puis il a un système immunitaire qui a pris un coup durant ce combat contre Freezer. Vous voyez, il a subi beaucoup de blessures, il est un petit peu à vif comme ça. Peut-être que le virus a pu se développer à ce moment-là. Il y a de la lave, la poussière partout, c'est vraiment mauvais en gros. Et puis, c'est surtout une planète extraterrestre, il y a des microbes, il y a des virus, ce qui fait que Goku peut être très rapidement exposé à ça. Avant ce combat, il avait vraiment pas connu l'atmosphère extraterrestre, disons. Pour le virus de Son Goku, on a deux solutions, deux théories, deux grandes. Soit ce virus se trouve dans les débris, et avec l'air et la poussière, tout ça, ça s'est formé dans le corps de Son Goku, dans son organisme, et ça a engendré sa maladie du cœur. Soit... en réalité, c'est le Kaioken ou le Super Saiyan qui serait la cause de ce virus. Mais bon, je pense pas que le Super Saiyan en soit la cause, parce que sinon, avec le nombre de Saiyans actuels qui possèdent ce stade, et puis par la suite, on aurait assisté forcément à un Saiyan, au moins un, qui aurait été victime aussi de la maladie du cœur. C'est pas non plus génétique, parce que Goten et Gohan n'ont pas eu cette maladie par ailleurs. En réalité, le Kaioken pourrait justifier. Mais bon, gros problème, le Goku dans DBS, il aurait pu rattraper son virus, hein. Parce qu'il a réutilisé le Kaioken dans DBS, les amis. Et donc pour moi, la théorie la plus raisonnée, c'est qu'avec l'air extraterrestre que Goku a dû respirer, et puis la planète en fusion, tout ça, son corps, il en a pris un coup. Il a pris cher, Goku. Et puis après, vous allez me dire, mais Freezer aussi a respiré cet air, il aurait pu attraper la maladie cardiaque. Mais en fait, Freezer est un extraterrestre de base aussi, mais que surtout, Freezer, il est habitué à respirer les airs comme ça. Le mec avec les planètes qu'il a conquis, et puis il traînaille dans l'univers, et puis déjà on sait qu'il arrive à bien respirer dans l'espace. Pour moi, il a pu faire face facilement à Freezer. Goku par contre, lui, dans l'espace, s'il respire l'air, il est pas bien du tout. Vraiment, c'est compliqué. Donc je pense que c'est ce qui a causé la maladie cardiaque, donc le virus de Son Goku. Alors oui, les Saiyans sont faibles. Les Saiyans originaux de la planète Vegeta, bien entendu. Donc pourquoi ils sont aussi faibles alors qu'on a eu, en très peu de temps, des Saiyans capables de passer d'un niveau très bas à un niveau très haut, comme on a vu dans Dragon Ball Z, Dragon Ball et puis Dragon Ball Super, etc. Tout simplement parce que les Saiyans de l'époque, là-bas, sur la planète Vegeta, dès qu'ils avaient des combats, c'était des flemmards. Faut dire la vérité. Ils se transformaient automatiquement en Uzaru, et ils ne passaient aucunement par la case mort. C'est-à-dire que les mecs, pendant le combat, ils se mettaient directement en forme Ozaru, car ça balayait les ennemis, c'était un gros boost de puissance, et ça surprenait. Donc pour conquérir une planète, rien de plus simple en fait. Sauf que s'ils auraient joué avec le feu, ils se seraient probablement un peu améliorés. Et ça, on l'a pu l'entrevoir d'ailleurs dans le TV special de Bardock, quand Bardock, lui, se transforme pas en Ozaru, et il va passer très près de la mort, et puis il va devenir en fait encore plus fort et plus puissant. Par exemple, on voit bien qu'au début, c'est un soldat vraiment de basse classe, et puis à la fin, il atteint quasiment en fait 10 000 unités. Il talonne carrément le roi Vegeta, qui est le Saiyan élite par définition. Et je crois que le roi Vegeta tourne autour de 12 à 15 000 unités. Si vraiment les chiffres sont pas officiels, mais je crois que c'est ça à peu près. Vous me corrigerez en commentaire. Mais c'est fou, c'est de se dire que vraiment les Saiyans auraient pu progresser, mais ils sont tellement pas assez futés, pas assez intelligents, qu'ils sont freinés tout seuls. Et c'est vrai, les Saiyans c'est la race la plus puissante,
Mais leur plus grand problème, ce pourquoi ils ont été faibles à la base, c'est eux-mêmes, ils se sont freinés, ils se sont mis des freins les Saiyans. Donc en réalité, est-ce que les Saiyans sont réellement la meilleure race? Donc ceci explique pourquoi les Saiyans originaux de la planète Vegeta sont faibles. On va commencer tranquillement, mais sachez que Goku pouvait atteindre le Super Saiyan 2 durant l'arc Cell, juste, ça n'était pas en adéquation avec son plan de faire de Gohan la relève, il se savait donc pas éternel et voulait que son fils devait laisser parler son potentiel afin de passer le flambeau. C'est un trait de paresse énorme, mais Goku s'en foutait. En réalité, il voulait passer le flambeau pour de vrai. Il a donc décidé de ne pas continuer ses recherches au-delà du Super Saiyan 1. C'était donc volontaire car vous n'allez pas me faire croire que Goku ne s'était pas rendu compte d'un tel stade après 1 an à essayer de dépasser ses limites, mais aussi en voyant son fils exploser tous les compteurs de puissance dans la salle de l'esprit et du temps. Je vous le dis, une fois mort, Goku a très vite atteint le Super Saiyan 2, car rien de très dur pour lui, il avait déjà toutes les cartes en main. Goku avait dans sa tête un plan tout tracé pour Gohan et il avait sans doute même prédit son sacrifice au cas où. Goku avait peut-être envie de déjà ne plus faire partie de ce monde. Et là, vous allez me dire, mais il était surpris quand il a vu Gohan pour la première fois se transformer en Super Saiyan 2. Eh bien, oui, c'est normal. Il savait que ce stade existait, mais il l'avait jamais vu en vrai, en action, et il s'attendait pas à ce que Gohan le débloque maintenant. C'est une petite théorie que je vous propose là. Libre à vous d'accepter ou non. Je vous laisse argumenter en commentaire, je vous laisse même refaire cette théorie si jamais vous n'êtes pas content en commentaire. Et en tout cas, passons à la suite. Il existe une théorie selon laquelle le film 3 sur Thalès est canon, et c'est totalement logique. Le film 3 serait en fait un rêve ou bien un cauchemar de Son Goku lorsqu'il était en voyage vers la planète Namek afin de rejoindre ses amis. Goku aurait fait ce cauchemar suite aux événements de l'arc Saiyan. Tout d'abord en ayant confronté Raditz, il aurait été confronté au lien de parenté, mais aussi une version alternative de lui en quelque sorte, représentée ici par Thalès dans le film 3. Goku cauchemarde en pensant à ce qu'il aurait pu devenir sans s'être cogné la tête, puis confronté à son peuple et ses véritables origines face à Vegeta et Nappa, encore une fois représenté par Thalès. Tout ceci permettrait d'expliquer le bon nombre d'incohérences qu'il y a eu durant le film 3, et notamment la présence de certains guerriers alors qu'ils sont censés être décédés. Cela pourrait être très intéressant dans la mesure où on comprendrait mieux le changement de mentalité de Goku sur Namek en acceptant ses origines. En combattant son propre double, il fait le choix de faire une croix sur son passé et accepte réellement qui il est. Cette théorie est excellente et je l'adore. Et je dirais que c'est totalement possible que cela puisse arriver. J'irai même plus loin en vous disant que même le film sur Slug est un cauchemar de Son Goku, car on y retrouve des personnages du film précédent tout en continuant l'histoire cette fois-ci. Ce cauchemar pourrait prendre place dès lors que Goku est déjà arrivé sur Namek, sauf que cette fois-ci il se fait soigner après son combat face au commando Ginyu. Slug pourrait être finalement l'incarnation de sa peur de ne pas pouvoir sauver les Namek, et cette transformation en faux Super Saiyan pourrait résulter du fait que Vegeta ait abordé cette notion en face de Goku dès lors de son arrivée sur Namek. Et pourquoi pas imaginer que même le film de couleur, donc la suite, serait un cauchemar que Goku aurait fait en étant sur la planète Yardrat, en imaginant que la menace Freezer n'a pas été totalement éradiquée et qu'elle vient encore le hanter, même après avoir gagné, soulignant le traumatisme que Goku a subi. Et peut-être qu'au moment où il fait ce cauchemar, il n'arrive pas encore à maîtriser pleinement son Super Saiyan, ce qui fait que dans ce film, on comprend pourquoi il galère à le maîtriser et à obtenir ce stade. Car en réalité, sa peur profonde serait de ne pas être de taille si jamais la menace venait encore le hanter. Je sais pas ce que vous pensez de cette théorie, mais personnellement, je la trouve incroyable. Elle apporte beaucoup de relief sur le personnage de Goku, mais aussi les films, tout en essayant de les canoniser et d'apporter plusieurs notions très intéressantes qui serviront les futurs arcs et qui nourrissent déjà les anciens.
Là, on assiste à une théorie d'un abonné, elle n'est pas de moi cette fois-ci, cette théorie-là. Ça sera d'ailleurs peut-être la seule théorie de ce top qui vient d'un abonné, car j'en ai pas eu beaucoup des théories, mais je trouvais celle-là très intéressante, car récemment, j'ai publié la vidéo sur les mystères inconnus concernant Cooler. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre plus sur le célèbre frère de Freezer. Le lien est juste en haut à droite. Enfin bref. Dans les commentaires, un abonné échange avec moi et me parle de cette théorie sur les mutations dans Dragon Ball. Et je trouve ça juste dingue. Du coup, j'étais obligé d'en parler aujourd'hui tant c'est pertinent. Laissez-moi vous poser le contexte, nous sommes à la saga Namek. Goku est arrivé et sauve encore une fois la situation, il affronte donc le commando Ginyu qui malmène ses amis. Goku démontre une force et vitesse phénoménales, il vient notamment à bout de Rikum et Burter. Ginyu entre en scène, Goku augmente donc sa puissance de manière significative, ce qui choque Ginyu. Et c'est là que ça devient intéressant, il dit à Jis, ce Saiyan dépasse les 60 000 unités. Jis lui répond que ce n'est pas normal car c'est juste un Saiyan. Ginyu en conclut donc, il a peut-être subi une mutation comme nous. Ce qui veut dire que les membres du commando sont surpuissants, voire que ce sont donc les plus puissants de leur race. Car ils ont tous subi une mutation à la naissance, ce sont donc des anomalies génétiques. Alors, pour en revenir à Goku, non, il n'a pas subi une mutation, mais c'est surtout beaucoup d'entraînement. Néanmoins, chez les Saiyans, on assiste aussi au phénomène de mutation, avec le personnage de Broly dans Dragon Ball Super. Rappelez-vous, dans le film sur Broly, le roi Vegeta dit que Broly est anormalement puissant. Les scientifiques s'accordent donc à dire que c'est une anomalie génétique. Encore autre chose, Freezer et son père s'autoproclament comme les plus puissants de leur race car ils sont aussi des anomalies génétiques. Ce qui est vrai en soi. Freezer nous a bien démontré son potentiel complètement dingue. Allez, un dernier exemple bonus pour les plus sceptiques d'entre vous, Piccolo est issu des Namek. Vous savez que ce sont de puissants guerriers, mais le niveau que Piccolo affiche est juste incroyable et inédit. Ça n'a jamais été vu auparavant dans cette race. Et il est donc aussi vendu comme une anomalie génétique parmi les Namek. Ce qui nous amène à la conclusion que chaque race a sa mutation génétique, que certaines puissances s'expliquent, mais qu'aussi Broly ou Freezer, qu'on pense par exemple comme des cas spéciaux, sont en réalité une norme dans l'histoire de Dragon Ball. Chacun est libre de choisir son évolution par la suite. Finalement, Broly, Freezer, le commando Ginyu et Piccolo sont tous liés. Un grand merci à Jimmy 5640 pour cette théorie que je trouve vraiment très pertinente. Vegeta est véritablement le vrai Super Saiyan de la légende originelle. Simplement, il s'est lui-même mis des barrières. Tout d'abord de par son ego et sa fierté, mais aussi ses volontés belliqueuses de toujours chercher le combat et l'agressivité. Car nous le savons, Vegeta n'a pas eu une vie comme un long fleuve tranquille. Ce qui peut poser problème depuis que l'on sait que les Saiyans ont une meilleure force et accèdent plus facilement au stade de Super Saiyan dès lors qu'ils sont en paix et grandissent dans un environnement calme. Ce qui n'a pas été le cas de Vegeta, qui a toujours cherché à conquérir des planètes et qui a mené de nombreuses guerres. Ce qui souligne cette théorie, c'est que Vegeta a commencé à réellement progresser dès lors qu'il s'est installé paisiblement sur Terre. Il a fondé une famille et qu'il a suivi du coup l'exemple de Son Goku, car nous l'avons vu dans Dragon Ball Z, Vegeta était toujours en dessous de Son Goku. Il était encore victime de ses propres barrières avant qu'il fasse son discours durant son sacrifice, mais aussi qu'il fasse son discours destiné à son meilleur rival, Goku. Ce qui nous amène à la suite, dans DBS, il est au même niveau que Son Goku, voire même, quelquefois, il le dépasse. Et je pense que si on n'a pas vu Vegeta obtenir le Super Saiyan God avec un rituel, c'est tout simplement parce que Vegeta a en lui déjà le pouvoir du Super Saiyan de la légende. Le Super Saiyan de la légende n'est donc pas Broly, un être qui naît avec un potentiel génétique atypique, mais un Saiyan de sang royal, qui fait tout pour maintenir le calme sur sa propre planète et devenir un redoutable guerrier par la bonne méthode, celle de la paix et du calme. Ce que Vegeta est devenu dans Dragon Ball finalement. Quand on nous disait que Vegeta à force de s'entraîner arrivait à rattraper son retard, c'était pas forcément ceci, c'était juste que Vegeta, au fil de devenir de plus en plus humain, calme et paisible, il s'enlevait petit à petit ses barrières et corrigeait ses erreurs, ce qui l'a carrément fait progresser jusqu'à aujourd'hui devenir au moins tout aussi fort que Son Goku, si ce n'est à l'avenir plus.
Les tenues de Gohan sont toujours inspirées. Au début de l'arc Boo, sa tenue s'inspire de Chi-Chi. En ressentant une certaine envie de justice, il confectionne donc par la suite Great Saiyaman à partir de la tenue de C16. Puis lorsqu'il affronte Super Boo, il prend volontairement une tenue à l'identique de Goku. Et encore d'autres exemples, il s'inspire cette fois-ci de Piccolo lorsqu'il est petit, mais aussi de la tenue de Goku quand il s'est entraîné avec Piccolo à la base, pendant les 1 an avant les Saiyans. Je pense que vous le savez déjà, et ce même dans le futur, Gohan du futur reprend quasi à l'identique la tenue de son défunt père Son Goku. Les explications sont simples, tout simplement Gohan démontre beaucoup de respect à chaque fois envers tout le monde et tous ceux qui ont marqué sa vie, ce qui fait qu'il rend toujours hommage au travers de ses tenues. D'abord il rend hommage à Piccolo et à son père lorsqu'il est petit, en démontrant qu'il suit leurs traces. Une fois plus vieux, il continue à rendre hommage à son premier maître Piccolo. Une fois adolescent, il a sûrement dû avoir sa tenue confectionnée par sa mère Chi-Chi, ce qui explique la similitude à mon avis, rien de très symbolique en soi. Néanmoins, en Great Saiyaman, il veut sûrement rendre hommage à C16 en honorant la promesse qu'il a faite, protéger les animaux, mais aussi faire justice. Il revêt donc ses couleurs. À la fin de l'arc Boo, Gohan a renoué avec son père et décide de lui rendre hommage avec cette tenue car elle veut tout comme lui sauver la planète. Pour ce qui est de Gohan du futur, sa tenue est surtout d'inspiration comme une source de motivation afin qu'il dépasse ses limites et s'entraîne plus dur, afin de pouvoir obtenir la paix dans son monde. Il rend bien sûr aussi hommage à son père et souhaite devenir tout autant que lui un véritable héros et guerrier. Et voilà, c'était tout pour ces théories sur l'univers Dragon Ball. J'ai essayé de creuser un peu afin de vous délivrer des théories qu'on entend le moins souvent à propos de Dragon Ball. Bien sûr, n'hésitez pas à proposer vos théories en commentaire ou à donner votre avis. Si la vidéo t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant. Sur ce, à la prochaine, ciao.